Bonjour chers élèves et bienvenue à tous les étudiants du baccalauréat, toutes options confondues au Maroc, option PC, option SVT, dans les autres pays, CRL, CRS et autres nominations. Mais dans cette vidéo, je vais m'intéresser au corrigé du baccalauréat 2020, l'année dernière, pour les deux options SVT et PC. Pourquoi je vais les réunir dans une seule vidéo? D'abord, pour donner un conseil précieux aux élèves de SVT qu'il faut faire les examens de PC. Et inversement, aux élèves de PC de faire les examens de SVT parce que tout simplement, vous allez voir, il n'y a aucune différence entre les difficultés qu'on pose dans les deux options. Donc c'est exactement les mêmes examens et vous allez vous rendre compte en suivant cette vidéo. Bien, donc deuxième point, bien sûr, vous allez voir que si vous avez bien compris le contenu du cours que vous avez fait en classe ou bien que vous avez suivi avec moi sur la chaîne, la partie électricité, c'est vraiment la partie où il ne faut pas rater le moindre point. Vous allez voir que tout, c'est des applications directes du cours et s'il y a quelques points particuliers, je vais insister sur ces points au cours de la correction. Troisième point, bien sûr, le sujet, vous pouvez le télécharger dans la description de la vidéo, ce format PDF, et je mettrai aussi quelques liens de quelques vidéos qui sont en relation avec le sujet. Dernier point, n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas abonnés, et puis le liker parce que c'est un signe d'encouragement, ça m'encourage à donner plus pour cette chaîne. Bon, allons-y donc pour l'option SVT, voilà le sujet. Je vais les décrire rapidement parce que vous pouvez le télécharger en PDF dans la description de la vidéo. Dans la première partie, il s'agit de l'étude de la charge du condensateur. Donc, c'est charge classique. Ensuite, on va voir comment se comporte la durée constante de temps et l'énergie emmagasinée suivant qu'il s'agit de condensateurs C1 et C2. Et à partir de ces courbes, on va déterminer le régime transitoire, durée du régime transitoire, les valeurs des deux capacités utilisées et l'effet de la capacité sur la durée de charge et enfin déterminer la force électromotrice utilisée pour charger ces condensateurs. Dans la deuxième partie, on va déterminer les constantes de temps et à partir de constantes de temps, calculer la capacité pour déterminer pour le condensateur de capacité 1, déterminer la valeur de sa charge. Donc là, connaissant bien sûr la tension, on peut remonter à la charge. Ensuite, en utilisant le même générateur, préciser dans quel cas on aura un maximum d'énergie emmagasinée en régime permanent. Et la troisième partie, on va étudier le circuit RLC série. On va prendre un condensateur de capacité C1. On réalise la décharge à travers un circuit RL. Et voilà ce qu'on obtient. Quelques questions classiques. Quel est le régime ? Déterminer la pseudo-période, déterminer la valeur de l'inductance de la bobine utilisée. Ensuite, troisième partie, c'est l'entretien d'un circuit RLC. On va voir comment déterminer la valeur de K pour que le générateur qu'on va serrer va nous aider à maintenir les oscillations, c'est-à-dire obtenir un circuit LC idéal. Donc voilà pour SVT. Donc vous allez voir, c'est pratiquement le même sujet à quelques questions près pour l'option PC. Donc au lieu de la charge du condensateur, là, la première partie, c'est le dipôle RL. Donc c'est l'établissement du courant dans un circuit RL. Donc toujours les mêmes questions classiques, équation différentielle. Ensuite, à partir de la courbe, déterminer l'inductance de la bobine. Deuxième partie, c'est la même que SVT, c'est le circuit RLC. D'accord? Donc un condensateur chargé, on va le relier avec un circuit RL et étudier le circuit RLC régime libre. Donc on vous dit de montrer l'équation différentielle vérifiée par I et donnée par cette relation. Donc tout ce qui change, c'est quelle grandeur on vous demande on vous demande parfois de déterminer l'équation différentielle vérifiée par I, des fois par I de C, des fois par I de L. C'est ça ce qui change. Et c'est la nature de l'équation différentielle qui change suivant qu'il s'agit du courant ou, par exemple, la tension aux bornes du condensateur.
Ensuite, c'est toujours l'exploitation des deux courbes pour déterminer des grandeurs physiques, la résistance, l'inductance, et ensuite, voilà la courbe qui représente la tension en fonction au bord du condensateur en fonction du temps. Et vous aurez quelques questions à propos de cette courbe-là. Toujours le régime, l'équation différentielle vérifiée par I de C, la pseudo-période, exactement les mêmes questions que pour SVT. Là aussi, vous avez l'entretien des oscillations, toujours le même problème. On va insérer un générateur UG, d'accord? Donc, dans la figure que je n'ai pas mis ici, UG, si il est là, voilà, condensateur UG, et on va vous demander de trouver la valeur de K pour que on passe d'un régime pseudo-périodique à un régime périodique, c'est-à-dire un circuit LC idéal. Donc, vous avez les mêmes questions pour SVT. Dernière partie, trouver, sachant que l'expression de l'intensité de le circuit s'écrit de cette manière-là, on vous demandera de déterminer l'amplitude, la période et la phase. Et enfin, déterminer l'énergie totale du circuit et trouver l'énergie électrico-magasinée dans le condensateur à un instant T1. Donc voilà, on va voir. Des fois, on vous demande l'énergie totale à un instant T bien déterminé. Là, c'est un instant T quelconque. Et on va voir comment déterminer l'énergie à un instant T quelconque en se basant bien sûr sur les courbes données. Donc vous voyez que pour le circuit RL, RC, RLC, l'idée générale c'est quoi? C'est toujours l'équation différentielle. C'est des courbes, comment à partir des courbes déterminer des grandeurs physiques. Et en gros, vous allez voir, c'est pratiquement 99%, ce sont des questions de cours. Allons-y donc pour la solution. Bien, je commence par SVT. Pour la solution, je vais aller doucement. Première question. Donc, on vous dit l'intérêt de ce montage. Donc, quel est l'intérêt de ce montage? Quand je mets l'interrupteur en position 1, bien sûr, vous aurez la charge du condensateur. Donc, permet de charger le condensateur à travers une résistance. Équation différentielle. Toujours dans l'équation différentielle d'un circuit, première chose, indiquer les tensions en convention récepteur. Donc, le courant, il sort suivant la direction de la flèche du générateur. Donc, je vais mettre la flèche pour la résistance et la capacité dans le sens inverse au courant. Par contre, pour le générateur, la flèche est toujours dans le sens du courant. Comme ça, la tension au bord de la résistance, ça sera R fois I, et la tension au bord du condensateur, ça sera Q sur C. Donc, après, vous utilisez la loi d'activité des tensions, c'est-à-dire la tension fournie par le générateur va être partagée par tous les dipôles du circuit. Autrement dit, la tension fournie par le générateur est égale à la tension au bord de la résistance plus la tension au bord du condensateur. Donc I de C plus RI. Pourquoi je n'ai pas remplacé I de C? Parce qu'on me demande d'écrire l'équation différentielle vérifiée par I de C. Donc qu'est-ce qu'il reste? Tout simplement à déterminer l'expression du courant en fonction de I de C. Donc ça, vous l'avez appris par cœur dans le cours, c'est toujours UC est égal à Q sur C, donc D de IC sur D de T, c'est 1 sur C, D de Q sur D de T, et D de Q sur D de T, c'est I sur C. D'accord? Donc, I, c'est C fois D de IC sur D de T. Donc voilà, je remplace dans l'équation différentielle et je trouve l'équation classique de la charge d'un condensateur. I de C plus RC D de IC sur D de T est égal à E. E, c'est la force électromotrice du générateur. Avec taux est égal à RC. Deuxième question, durée du régime transitoire. Il faut savoir qu'un condensateur se charge au bout d'un temps qui est de l'ordre de 5 fois taux. Parce que si vous remplacez dans l'expression de U de C T par 5 taux, vous allez trouver que U de C est égal à 99% sa valeur en régime permanent. Donc, il suffit de déterminer ici taux et multiplier par 5. Donc, voilà le régime transitoire. Donc, le régime transitoire, c'est là où pratiquement la force, la tension est constante au bord du condensateur. Donc, la durée où la tension I de C varie dure combien ici? Donc là, je vais... Donc, on me demande le régime transitoire pour la courbe 2. Hein, la courbe 2. La courbe 2, c'est la courbe en haut. C'est celle-là. Donc, vous voyez que c'est à partir de cet instant que la tension au bord du condensateur devient constante. Donc, le régime transitoire dure à peu près 0,2 fois 5, ça vous donne 0,1 fois 5, ça vous donne 0,5 millisecondes.
Et vous voyez bien, c'est pratiquement égal à 5 taux. Parce qu'au taux, on va le démontrer que faites l'intersection de la pente à l'origine avec l'axe où la tension est constante, c'est 0,1. 5 fois 0,1, ça vous donne 0,5. Donc on peut le déterminer soit par 5 taux, soit vous cherchez l'instant à partir duquel la tension reste constante au bord du condensateur. Et dans ce cas-là, le régime permanent démarre. Question suivante, on me demande de déterminer la valeur de C1 et de C2. Donc là, on va utiliser les courbes. D'après la courbe 1, pour la courbe 1, donc vous voyez que la constante de temps, voilà la pente à l'origine, voilà l'intersection avec l'axe Y égale à E, je fais la projection sur l'axe des X et ça me donne 0,2 millisecondes. Donc pour la courbe 2, voilà la pente à l'origine, voilà l'axe horizontal, l'intersection, ça me donne 0,1. Connaissant taux 1 et taux 2, je peux déterminer C1 et C2 par la relation RC est égal à taux sur R. Donc C1 c'est 2 microfarads et C2 c'est 1 microfarad. Maintenant, on me demande quelle est l'influence de la capacité sur la charge. Donc vous voyez quel est le condensateur qui se charge rapidement, c'est C2. Vous voyez, lui, il se charge très très rapidement. Et vous voyez que C2, c'est le condensateur qui a la capacité la plus faible. Donc plus la capacité est faible, plus taux est faible. Et taux, ça nous donne une idée sur la vitesse avec laquelle le condensateur se charge. Plus taux est faible, plus le condensateur va se charger rapidement. Donc pour charger rapidement un condensateur, soit on utilise des condensateurs de capacité faible, ou bien on diminue la résistance. Donc plus la capacité est faible, plus le condensateur se charge rapidement. Maintenant, quelle est la valeur de la force électromotrice? Donc là, il suffit de revenir à l'équation différentielle, qui est valable à un instant t quelconque. La tension au bord du générateur se retrouve à chaque instant distribuée, partagée entre la tension au bord de la résistance et la tension au bord du condensateur. Or, en régime permanent, à quoi est égal le courant? Le courant est égal à 0. Parce que le condensateur est chargé, donc il n'y a plus de courant dans le circuit. Donc en régime permanent, la tension au bord du condensateur en régime permanent, c'est la force électromotrice. Donc voilà le régime permanent. Donc je lis directement la valeur sur la courbe, 2, 4, 6, 8, 10. Donc U de C égale à E égale à 10 volts. Maintenant, on me demande de calculer la valeur de la charge du condensateur C1 à l'instant t est égal à taux 1. Donc je remplace à t est égal à taux 1, je remplace U de C, c'est E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Si t est égal à taux, c'est exponentielle moins 1. Ça, vous le connaissez par cœur, c'est 0,63 E. Or, je sais que E égale à 10 volts, donc ça me donne 6,3 volts. D'accord? Donc voilà, d'ailleurs, c'est une méthode qu'on utilise pour déterminer taux. Donc, taux, c'est l'instant au bout duquel la tension au bord de condensateur égale à 0,63, sa valeur maximale. Si je connais la tension U de C, je peux déterminer la charge au bord du condensateur C en utilisant la relation U de C est égal à Q sur C. Donc la charge du condensateur à l'instant T est égal à taux, c'est C fois U de C. Vous remplacez et C c'est en microfarad, donc ça me donne une tension en une charge en microcoulomb. Question 4. Condensateur qui emmagasine le plus d'énergie en régime permanent. Or, c'est quoi l'énergie emmagasinée par un condensateur? À un instant t quelconque, c'est 1 demi C UC au carré. En régime permanent, à quoi est égal U de C1 et de C2? Les deux sont égaux et leur valeur c'est E. Donc l'énergie emmagasinée en régime permanent, c'est 1 demi C fois E au carré. Donc, plus la capacité est grande, plus l'énergie emmagasinée va être plus grande. C'est ça l'intérêt d'utiliser des condensateurs de grande capacité. Donc plus sa capacité est grande, plus l'énergie emmagasinée est grande. Donc c'est le condensateur C2 qui va emmagasiner plus d'énergie. Bon, la partie 2, on va étudier le circuit RLC en régime libre. Donc, le circuit de tout à l'heure, une fois qu'on a chargé le condensateur, on va mettre l'interrupteur en position 2 et à t égale à 0, le condensateur était chargé.
et le condensateur va se décharger à travers le circuit RLC et on aura un régime qui peut être soit périodique, soit pseudo-périodique, soit critique. Tout dépend de la valeur de la résistance du circuit. Ici, qu'est-ce qu'on a? On observe que l'amplitude de U de C décroît au fur et à mesure que le temps augmente. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le régime pseudo-périodique. L'amplitude diminue au cours de temps. Cela est dû, bien sûr, aux pertes par effet Joule dans les résistances de la bobine et la résistance R du circuit. On me demande maintenant quelle est la valeur de la pseudo-période. Donc, soit là, c'est pas de problème, puisqu'on me dit déjà, vous voyez ici, là, faire attention, c'est déjà indiqué sur le schéma. Le temps entre deux maximums consécutifs, c'est 6,28 millisecondes. Donc, tout de suite, j'écris d'après la courbe, t égale à 6,28 millisecondes. Mais si ce n'est pas indiqué sur la courbe, de préférence, il faut calculer 10 périodes, chercher le temps équivalent à 10 périodes, ensuite vous divisez par 10. La valeur de l'inductance, elle maintenant, je connais la capacité, je connais le temps, or je sais que la période est égale à la pseudo-période, est égale à la période propre du circuit. Or, la période propre du circuit, c'est 2 pi racine carrée de LC, ça aussi à prendre par cœur. Vous connaissez L, vous connaissez C, vous connaissez T0, donc vous allez déterminer L. Donc on enlève au carré. L est égal à T0 au carré sur 4 pi carré fois C. Vous faites l'application numérique. N'oubliez pas de faire les unités internationales. Le temps en millisecondes, le transformer en secondes. Et c'est en microfarad, il faut le mettre en farad. Et ça vous donne 0,98. C'est bien dans l'ordre de 1 Henri qu'on me demande de trouver. Maintenant, on passe à l'entretien des oscillations. On veut que l'amplitude, cette fois-ci, reste constante. Donc, pour que l'amplitude reste constante, il faut apporter de l'énergie au circuit. Et cette énergie, à chaque instant, doit être égale à l'énergie perdue par effet Joule. Donc, si je compense l'énergie perdue par effet Joule, je vais entretenir les oscillations. Donc, pour ce faire, on introduit un générateur dans le circuit en série avec le circuit RLC. Donc, son rôle, on vous demande quel est le rôle de ce générateur. Donc, c'est de fournir l'énergie perdue par effet Joule. Donc, quelle est la valeur de K pour entretenir les oscillations? Vous avez deux méthodes. La méthode la plus rapide, c'est de dire c'est quoi l'énergie perdue par unité de temps par effet Joule dans le circuit. Ça, vous l'avez vu en bac 1. L'énergie perdue par effet Joule, c'est par unité de temps, c'est R fois I carré. D'accord? Et l'énergie fournie par le générateur, c'est E fois I. UG fois I. Donc, si ces deux quantités sont égales, donc vous allez avoir entretien des oscillations. C'est-à-dire, si l'énergie perdue par effet Joule est égale exactement à l'énergie fournie par le générateur, ça y est, je vais entretenir mes oscillations. Et dans ce cas, il suffit de prendre K égale à R, égale à 20 ohms. Ou bien, revenir à l'équation différentielle, écrire I de L plus I de C est égal à I de G dans le circuit qu'on me propose, et remplacer chaque terme par sa valeur. I de L, c'est RI plus L d de I sur T de T, plus I de C est égal, cette fois-ci, non pas à 0 dans le cas du régime pseudo-périodique, mais dans ce cas à UG, le générateur que j'ai inséré dans le circuit. Ensuite, essayez de ramener cette équation à l'équation d'un circuit LC idéal. Or, dans un circuit LC idéal, il n'y a pas de dérivée première. Donc, je vais avoir R-K fois I plus L d de I sur d de T plus I de C égale à 0. Je remplace I par sa valeur et vous obtenez l'équation d'un circuit RLC idéal, c'est celle-là, plus un terme supplémentaire. Et donc, pour avoir un circuit LC idéal, il faut que ce terme soit égal à 0. Et pour que ce terme soit égal à 0, il faut que R-K soit égal à 0. Voilà, il faut que le terme qui est responsable de l'atténuation soit nul, c'est ce terme-là. Et pour que ce terme soit nul, il suffit que R soit égal à K. Et voilà, vous répondez à la question. Voilà, donc vous voyez que pratiquement, c'est des questions directes de cours. Donc comprendre bien la signification de physique de la charge, de la décharge et de l'entretien des oscillations. Ensuite, il y a l'énergie qu'on va avoir dans le sujet qui est réservé aux élèves de PC.
Bon, pour les PC, au lieu de commencer par un circuit de la charge du condensateur, on va commencer par un circuit RL très classique. Donc l'équation différentielle, comme d'habitude, d'abord indiquer chaque tension par une flèche avec toujours le courant dans le sens inverse de la flèche, c'est-à-dire convention récepteur. C'est très important parce que c'est dans cette convention que U de R est égal à R fois I et U de L est égal à L d de I sur d de T plus RI. On remplace, on factorise par I et on a l'équation différentielle vérifiée par quoi? Par I. Parce qu'on me demande l'équation vérifiée par I. Bien, maintenant on me donne la solution. On me donne c'est quoi U de L en fonction du temps et c'est quoi I en fonction du temps. Donc faites très attention dans un circuit RL. Vous avez deux cas. Vous avez le circuit avec une résistance à une bobine idéale qui ne possède pas de résistance et vous avez des cas où la bobine est idéale. Si la bobine n'est pas idéale, c'est le cas qu'on va étudier ici. Vous voyez bien que U de L en régime permanent ne tend pas vers 0. Il tend vers une valeur constante. Par contre, si la bobine était idéale, vous allez avoir la tension qui va tendre vers 0. C'est ça la différence entre un circuit qui contient une bobine idéale et une bobine réelle. Et cette valeur-là en régime permanent, elle est très très utile. Et vous allez voir, on va l'utiliser maintenant. Donc on me demande de déterminer la valeur de R. Toujours pour déterminer des grandeurs physiques à partir de la courbe, soit utiliser les valeurs à t égale à 0, soit au régime permanent. Vous avez les deux états. Donc là, je vais utiliser le régime permanent et le régime t égale à 0. Régime permanent pour la première courbe, pour déterminer la tension au bord de la bobine en régime permanent. Or, c'est quoi la valeur de la tension au bord de la bobine en régime permanent? Vous savez qu'une bobine en régime permanent se comporte comme une résistance. Parce que le courant est constant, sa dérivée est nulle. Donc, il me reste juste R fois I. Et I, c'est la valeur du courant permanent que je peux déterminer cette fois-ci par la deuxième courbe. Donc là, j'ai I en fonction du temps. Et en régime permanent, I est constant. Sa valeur, c'est 100 mA. Ça veut dire 0,1 ampère. Donc, je connais U de L. Je connais I permanent. Donc, je peux déterminer R. Donc, 0,1 volts, qui est U de L, est égal à petit r fois I permanent, qui est égal à 0,1 ampère. Et ça me permet de déterminer petit r égale à 10 ohms. Maintenant, la valeur de L. Pour la valeur de L, qu'est-ce que j'ai? J'ai les valeurs en régime permanent et j'ai aussi la valeur de la pente. Toujours, calculer une capacité ou bien une inductance, pensez toujours à la pente. La pente est le tracé, donc je peux déterminer directement sa valeur par l'intersection de la valeur du régime permanent et la pente à l'origine. Et l'intersection, c'est ce point. Son abscisse, c'est 0,01 seconde. Or, taux pour un circuit RL, c'est L sur la somme des résistances. Donc, L est égal à taux fois R plus grand R plus petit r. On me dit grand R 90, plus 10, ça fait 100. Donc, ça me donne 1 Henry. Bien. Maintenant, on va passer au circuit RLC libre. Donc, vous voyez, c'est le même cas de programme SVT. Et là, c'est un sujet là aussi. Si vous partez dans l'examen de 2013 rattrapage, c'est exactement les mêmes questions. Donc, toujours indiquer les tensions en convention récepteur. D'accord? Et voilà. Première question, c'est quoi le régime? Donc, vous voyez bien que l'amplitude diminue au cours du temps. Donc, c'est un régime pseudo-périodique. Déterminer l'équation différentielle, vérifier par quoi? Faire attention à quoi? C'est par I de C. Donc, toujours loi d'activité des tensions. RI plus petit r fois I plus L d de I sur d de T plus I de C égale à 0. Les équations classiques, I c'est d de Q sur d de T et I c'est C d de UC sur d de T. Donc, je peux calculer d de I sur d de T. C'est ça le terme supplémentaire. d de I sur d de T, c'est la dérivée de cette quantité-là. C'est C d carré de UC sur dt carré. Donc là, c'est dt carré, non pas d de UC. Voilà, sur dt carré. Donc, je remplace dans l'équation chaque terme par sa valeur et je trouve l'équation que vous connaissez très bien pour un circuit RLC régime libre, dérivée seconde de U de C, plus la résistance totale sur L, dérivée première, plus 1 sur LC fois UC égale à 0. Toujours, on admet que la pseudo-période est égale à la période propre, déterminer la valeur de C. Donc la pseudo-période, on va la déterminer à partir de cette courbe-là. Donc vous voyez la distance entre deux maximums consécutifs, c'est 10 millisecondes. Donc d'après la courbe,
je sais que t égale à 10 millisecondes et je sais que t0 est égal à 2 pi racine de LC. Donc la connaissance de L permet de déterminer C et inversement. Donc là, on me demande de calculer C. Pour SVT, c'était de calculer L. Donc c'est le même principe. Seule chose toujours, ne pas oublier de remplacer les millisecondes par seconde et ça vous donne 2,5 microfarads. Bien, troisième partie, c'est l'entretien des oscillations. Même question que SVT. On va insérer un générateur I de G qui fournit un courant I. Voilà la tension I de G. Toujours I de G. Voilà. Et vous utilisez. Donc, question 1. C'est quoi le rôle du générateur? Bien sûr, comme d'habitude, c'est de compenser l'énergie perdue par F-joule dans les résistances R et la résistance de la bobine. Donc, s'il arrive à fournir la même énergie perdue par F-joule, on va obtenir ce régime de oscillatoire non amorti. Donc, c'est quoi l'énergie perdue par F-joule? C'est R par delta T, c'est-à-dire EJ sur delta T, c'est R I carré, ça c'est la puissance. C'est égal à la même énergie perdue par le générateur, fournie par le générateur. Dans l'égalité, ça vous donne directement K est égal à grand R plus petit r. Donc K est égal à 100 ohms. Ou bien la deuxième méthode classique, on fait la loi d'additivité de tension. Donc cette tension-là, tension au bord du générateur, est égale à cette tension-là, plus celle-là, plus celle-là. Donc, vous avez bien remarqué que la tension au bord de dipôle, j'ai pris la convention récepteur, toujours la flèche est dans le sens inverse du courant. Pour le générateur, lui, on utilise la convention générateur I de G. Donc, vous avez I de G est égal à I de R plus I de L plus I de C. Donc, vous injectez, même calcul que tout à l'heure, la somme des tensions égale à 0 et vous allez obtenir cette tension-là. D'accord? Cette équation-là est égale à K fois I. Donc, en remplaçant I par CD de UC sur D de T, ce I-là, parce que ça on l'a déjà établi tout à l'heure, il suffit de dire la question de tout à l'heure, au lieu de égal à 0, vous remplacez par égal à U de G, qui est égal à K fois I. Donc on vous donne I de G est égal à K fois I. Ensuite, on va factoriser par CD de UC sur D de T, et c'est ça l'équation d'un circuit LC idéal. Donc il faut que ce terme soit nul. Pour que ce terme soit nul, il faut que R plus petit r moins K égale à 0, donc K égale à 100. Vous avez les deux méthodes, à vous de choisir la plus simple. Maintenant, on va déterminer les caractéristiques de courant, c'est-à-dire son amplitude, sa période et sa phase. Bon, déjà de grandeur, pas de calcul, l'amplitude et la phase, c'est à partir de la courbe. L'amplitude, c'est la valeur maximale, donc c'est ici. C'est la valeur maximum, c'est cette valeur-là. Donc c'est 8 mA. La période, là aussi, il n'y a pas de calcul. C'est le temps entre deux maximums. C'est combien? 5, 6, pourquoi? Ah non, pardon, c'est entre là et là. Entre là et là, ou bien entre là et là, c'est 10. Donc là aussi, il n'y a pas de calcul. T égale à 10 millisecondes. Bien, qu'est-ce qu'il me reste à déterminer? La phase. Donc la phase, je vais vous donner deux méthodes pour déterminer la phase. Toujours à t égale à 0. Cherchez la valeur du courant à t égale à 0. D'après l'équation ici, vous remplacez t par 0. Vous avez I de 0, c'est quoi? C'est Im cosinus 0 plus phi, c'est cosinus phi. Or, à t égale à 0, I égale à quoi? Je vois que I égale à quoi? Égale à 0. Donc, cosinus phi doit être égal à 0. Quels sont les angles qui possèdent cosinus phi égale à 0? Malheureusement, j'en ai deux possibilités. Soit plus pi sur 2, soit moins pi sur 2. Donc, il me faut une autre équation pour choisir la phase. Est-ce que c'est plus pi sur 2 ou moins pi sur 2? La première méthode, c'est de calculer le courant à un instant t plus un quart de période. Donc, de là à là, c'est t. Ici, c'est t sur 2. Ici, c'est t sur 4. Et de voir quelle est la valeur de phi qui va me donner un courant égal à moins Im à t sur 4. Très facile. Donc si t est égal à t0 sur 4, vous remplacez ici t par t0 sur 4 et il va vous rester pi sur 2. Donc vous remplacez ici t1 par pi sur 2 et qu'est-ce qu'on obtient? Cosinus pi sur 2, ça c'est pi sur 2 plus phi est égal à quoi? Est égal à moins Im. Donc cosinus pi sur 2 plus phi
I est égal à moins IM, ça veut dire ce cosinus égale à moins 1. Donc phi égale à pi sur 2, I de T1 égale à moins IM. Voilà. Et si phi égale à moins pi sur 2, I de T1 égale à IM. Donc vous voyez maintenant, ou bien vous remplacez juste phi par pi sur 2. Cosinus pi c'est moins 1 et ça me donne moins IM. Donc c'est exactement ce que j'ai. Alors que si je prends phi égale à moins pi sur 2, j'ai cosinus 0 qui est égal à 1. Je dois obtenir IM. Donc c'est la valeur pi sur 2 qui est la bonne. Donc vous voyez la méthode. Donc il suffit de prendre un instant T1 est égal à T sur 4 et de regarder quelle est la valeur de la phase qui va vous donner un courant maximal mais de valeur négative. Deuxième méthode, bon je ne l'ai pas utilisé ici mais j'ai utilisé dans d'autres vidéos, c'est pas grave, mais vous pouvez se contenter de cette méthode là. À T égale à 0, vous avez U de C plus U de L, U de L plus U de C égale à 0. Pardon, ça c'est la deuxième méthode. Donc ça c'est la deuxième méthode, il est un peu plus compliqué que la première, mais vous pouvez l'utiliser aussi. Donc on sait qu'à T égale à 0, donc à T égale à 0, le condensateur a été chargé. Ensuite on ferme l'interrupteur. Bien sûr, à cet instant-là, vous avez U de L plus U de C égale à 0, parce que I égale à 0 à T égale à 0, donc il n'y a pas de tension au bord de la résistance. Donc U de C c'est moins U de L, est égal à moins L d de I sur d de T. Or, qu'est-ce qu'on va déduire à partir de cette relation? Que d de U sur d de T, d'accord, qui est égal à moins U de C sur L. Comme à T est égal à 0, le condensateur était chargé, donc U de C est positif, donc la tangente, ou bien d de I sur d de T, ou bien le coefficient directeur de la courbe I en fonction du temps doit être négatif. Or, vous voyez ici que la tangente donc, doit être négatif. Donc, on doit chercher dans cette équation-là, quelle est la valeur de phi qui va me donner d de I sur dt négatif à t égale à 0. Très simple. Donc, vous remplacez phi par pi sur 2 par moins pi sur 2 et vous regardez. Donc, d de I sur d de t est négatif, ce qui implique que ce terme à t égale à 0 doit être négatif. Quelle est la valeur qui vérifie cette relation-là? C'est pi sur 2. Sinon, si vous remplacez par moins pi sur 2, c'est moins 1. Avec ce moins, va donner positif. Et je trouve pi moins pi sur 2. Donc, vous voyez là. Donc, deuxième méthode, on utilise la pente tout simplement de la courbe I en fonction du temps à t égale à 0. Vous voyez, la pente, c'est celle-là. C'est la tangente à l'origine. D de I sur D de t. On peut les déduire directement à partir de la courbe. Vous voyez qu'à t égale à 0, D de I sur D de t est négatif. C'est une pente négative. Quelle est la valeur qui vous donne de phi de la phase qui vous donne un d de I sur d de t négatif? C'est pi sur 2. Bien. Troisième partie, on va passer à l'étude énergétique du circuit RLC. Donc, je rappelle, les questions qui concernent l'énergie, c'était déterminer l'énergie totale du circuit, d'accord, et trouver l'expression de l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur à l'instant T1 égale à 16 millisecondes. Toujours utiliser bien sûr cette courbe-là. C'est la seule courbe qu'on a dans le circuit entretenu. Toujours, ce sont des relations qui sont relatives à la question grande 2. Dans le cas où il y a entretien des oscillations, avec cette courbe, déterminer l'énergie totale du circuit et quelle est la valeur de l'énergie emmagasinée à un instant t quelconque, en particulier à 16 millisecondes. Bien, qu'est-ce qu'on sait à propos de l'énergie d'un circuit LC? On sait que l'énergie est égale à une constante. D'accord? Donc vous avez l'énergie électrique et vous avez l'énergie magnétique. À t égale à 0, le condensateur était chargé, c'est pourquoi c'est l'énergie électrique qui est maximale, et l'énergie dans la bobine emmagasinée dans la bobine est nulle. Ensuite, vous avez un échange continu entre la bobine et le condensateur. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est quoi l'expression de l'énergie totale? Donc vous avez deux expressions, soit à t égale à 0, par exemple, cette énergie elle est purement électrique, donc est égale à 1 demi C fois la tension au bord du condensateur maximale. Et à cet instant-là, quand la tension au bord du condensateur, l'énergie fournie emmagasinée par le condensateur elle est nulle, elle est maximale au niveau de la bobine. Donc est égale à 1 demi L IM au carré. Donc l'énergie totale soit est égale à l'énergie électrique maximale, soit est égale à l'énergie magnétique maximale. Or, on sait que l'énergie électrique, c'est 1 demi C fois UC au carré. L'énergie magnétique, c'est 1 demi LI au carré. Donc, ça dépend des courbes qu'on me donne. Ici, on me donne I en fonction du temps. Donc, je peux déterminer IM. Comme je connais l'inductance de la bobine, donc je peux déterminer l'énergie totale.
Si par hasard c'était la courbe I de C qu'on me donne, je dois utiliser la deuxième expression. 1 demi C UC max au carré, c'est-à-dire 1 demi C E au carré, tout simplement. Donc je remplace la valeur de la bobine par sa valeur, la valeur de IM que j'ai déterminée à partir de la courbe I en fonction du temps, I maximal, et donc je détermine 32 microjoules. Donc voilà, vous voyez que IM max c'est 8 mA. 8 mA, voilà, c'est cette valeur-là. C'est 8 10 moins 3 ampères. Et donc la valeur de l'énergie totale c'est 32 microjoules. Et enfin, on me demande de déterminer l'énergie électrique. Hein, faites très attention, énergie électrique, c'est la seule question à faire attention dans l'exercice. Je peux déterminer l'énergie magnétique à partir de cette courbe à n'importe quel instant, parce que l'énergie magnétique c'est 1 demi LI carré. Donc par exemple, à t égale à 10 millisecondes, l'énergie magnétique égale à 0. À cet instant-là, par exemple, 1 milliseconde, je calcule le courant, c'est moins 4, et je calcule l'énergie, c'est 1 demi L fois moins 4 au carré. Mais là, ce qu'on me demande, c'est l'énergie électrique à T1 égale à 16 millisecondes. Or, vous connaissez l'énergie totale, donc il suffit de déterminer à partir de cette courbe l'énergie magnétique à 16 millisecondes. Voilà 16, 15, 16. Je détermine la valeur de I, donc je peux déterminer l'énergie électrique magnétique à 16 millisecondes qui est 8 microjoules. Or, l'énergie totale elle est constante pour un circuit LC, parce qu'il n'y a pas d'amortissement. Donc l'énergie électrique c'est l'énergie totale, moins l'énergie magnétique c'est 24 microjoules. Donc voilà pour ce corrigé de baccalauréat 2020 SVT-PC. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune différence entre les options. Je conseille tous les élèves de SVT à faire les baccalauréats de PC et inversement. Enfin, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés, de liker la vidéo si vous l'avez aimé, ça encourage pour faire d'autres vidéos dans la suite. Bon courage et à très bientôt. Aussi partagez la vidéo au maximum avec vos amis pour qu'ils en profitent dans les réseaux sociaux. Donc, bye bye, à plus.